Et si les somnifères, cette solution un peu miracle qu'on prend contre les nuits blanches, n'était en réalité qu'une, et je cite, escroquerie intellectuelle. Une sorte d'anesthésie en fait. Ça nous donne l'illusion de dormir, mais ça nous vole le vrai sommeil, celui qui répare. C'est une idée assez radicale, je trouve, mais elle nous force à poser la bonne question. Que se passe-t-il vraiment dans notre corps, dans notre tête, quand le sommeil nous échappe? D'ici la fin de notre discussion, on aura une vision beaucoup plus claire des mécanismes cachés derrière une mauvaise nuit et surtout des leviers concrets pour retrouver un sommeil de qualité. Et avant de commencer, un petit rappel important. Cette analyse est purement éducative. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical. Pour toute question de santé, il est vraiment indispensable de consulter un professionnel. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne absolument tous, le sommeil, ou plutôt son absence. On a devant nous une série de documents assez fascinants qui décortiquent le problème sous tous les angles. On a du médical, de l'évolutif et même du psychologique. Dans les prochaines minutes, on va mener une sorte d'enquête, ensemble. D'abord, on va voir à quoi ressemblent les différents troubles du sommeil, parce que c'est bien plus qu'une simple insomnie. Ensuite, on partira à la recherche des coupables. Et vous allez voir, ils sont parfois là où on ne les attend pas du tout. Je pense notamment à nos mâchoires. Et enfin, on explorera les pistes pour, je cite encore, refaire équipe avec soi-même et restaurer les rythmes naturels de notre corps. D'accord, alors, commençons par le commencement. Quand on dit «je dors mal», on pense tout de suite à l'insomnie. On tourne, on retourne dans son lit, impossible de trouver le sommeil. Mais les documents montrent que c'est une vision très simplifiée. Il y a tout un éventail de problèmes en fait. C'est le premier point essentiel, oui. Le terme mal dormir est un immense parapluie. Pour donner une idée de la complexité, il y a un cas de figure assez déroutant. L'insomnie paradoxale. La personne est absolument persuadée de n'avoir pas fermé l'œil de la nuit. Elle se sent épuisée, mais quand on analyse les enregistrements de son sommeil, on voit qu'elle a dormi. Attendez, comment c'est possible ça? Comment le cerveau peut enregistrer du sommeil alors que la personne est convaincue d'avoir passé une nuit blanche? C'est une sorte de bug de la conscience? On peut le voir comme ça. Ce n'est pas le sommeil lui-même qui est absent, c'est la perception du sommeil qui est altérée. Le cerveau, en quelque sorte, ne consolide pas le souvenir d'avoir dormi. Ah oui. C'est un décalage fascinant entre la réalité physiologique et le ressenti. Et ça montre bien que le problème n'est pas toujours là où on le croit. D'accord, donc déjà il y a cette différence entre la réalité et la perception. Et au-delà de cette insomnie classique ou paradoxale, quels sont les autres grands acteurs de la nuit? Je pense par exemple aux gens qui ronflent très très fort. C'est un excellent exemple. Le ronflement, on le perçoit souvent comme une simple nuisance sonore pour le partenaire. Mais c'est bien plus. C'est le bruit de l'air qui peine à passer. Il faut imaginer les voies respiratoires comme une autoroute. Le ronflement, c'est le signal que la route est en train de se rétrécir. D'accord. Ce n'est pas encore l'embouteillage complet, ça. C'est l'apnée du sommeil. Mais c'est déjà un sérieux ralentissement. Donc ça veut dire que des millions de gens qui pensent juste être de gros ronfleurs sont peut-être au premier stade d'un trouble respiratoire du sommeil. Exactement ça. Le ronflement, c'est un précurseur, un vrai signal d'alerte. Quand ce rétrécissement devient un blocage complet, même très bref, c'est l'apnée obstructive du sommeil. Le cerveau, qui est privé d'oxygène, va provoquer un micro-réveil pour relancer la respiration. Ah oui. La personne ne s'en souvient pas, mais ça peut arriver des dizaines, voire des centaines de fois par nuit. Ça fragmente complètement le sommeil et ça cause une fatigue énorme le lendemain. Et à l'autre bout du spectre, il y a ceux qui dormaient trop, c'est ça? Oui, ce sont les hypersomnies. La plus connue, c'est la narcolepsie, avec cette somnolence diurne qui est incontrôlable. Et puis, il y a toute la famille des troubles du rythme circadien, notre horloge biologique interne. Qui se dérèglent. Se désynchronise, tout à fait. On connaît tous le décalage horaire, mais il y a aussi le jet lag social. C'est très fréquent chez les ados qui se couchent très tard le week-end et doivent se lever tôt la semaine. C'est comme s'ils faisaient un aller-retour Paris-New York toutes les semaines. Et pour boucler ce tour d'horizon, il y a ces phénomènes un peu étranges, le somnambulisme, le fait de grincer des dents. Ce sont les parasomnies et les troubles moteurs. Le plus connu, c'est sans doute le syndrome des jambes sans repos. Les impatiences. Voilà ces sensations très désagréables, ces impatiences dans les jambes qui apparaissent le soir, au repos, et qui obligent à bouger. Ça peut rendre l'endormissement tout simplement impossible. Chaque trouble a vraiment sa propre signature. Et c'est ça qui est complexe. Une personne qui souffre d'impatience dans les jambes et une autre qui fait de l'apnée, les ressentis sont totalement différents, mais le résultat est le même. Un mauvais sommeil, une fatigue chronique.
Ça donne l'impression qu'il y a des dizaines de causes possibles. Les documents nous éclairent là-dessus? Ils nous éclairent et, je crois, ils vont nous surprendre. On peut classer les causes en 3 grandes catégories. La plus évidente, c'est la dimension psychologique. Le stress, l'anxiété. Ce sont des causes majeures d'insomnie. On voit bien comment le stress de la journée peut nous empêcher de dormir. Mais quel est le mécanisme exact dans le cerveau? Le concept clé ici, c'est l'hypervigilance. Imaginez que votre cerveau est un gardien de nuit. Normalement, une fois que les portes sont verrouillées, que l'alarme est mise, il sait qu'il peut baisser la garde et se reposer. Hmm. Mais en état d'hypervigilance, c'est comme s'il entendait un bruit suspect en permanence. Il reste aux aguets, la lampe torche allumée, le cœur qui bat un peu plus vite, incapable de se dire « tout est en sécurité, je peux lâcher prise ». Ce gardien ne se repose jamais, et le sommeil ne peut pas s'installer. J'aime beaucoup cette image du gardien de nuit qui ne débranche jamais. C'est très parlant. Ça, c'est pour la partie psy. Mais les documents pointent vers une cause beaucoup plus fondamentale, presque architecturale en fait. Et ça m'a vraiment surprise. Oui, et c'est peut-être l'idée la plus contre-intuitive. On parle d'une théorie qu'on pourrait appeler la dysévolution. L'idée, c'est que notre confort moderne, et en particulier notre alimentation, a littéralement changé la forme de notre visage au fil des générations, Ah oui. avec des conséquences directes sur notre sommeil. Comment ça a changé notre visage? On parle de l'alimentation molle, c'est ça? Le fait qu'on ne mâche plus assez? Exactement. Depuis la révolution industrielle, nos aliments sont de plus en plus mous, transformés, faciles à manger. Ça a réduit drastiquement le travail de mastication. Or, la mastication, c'est le moteur du développement de nos mâchoires. D'accord. Moins de mastication, ça a mené à des mâchoires moins développées, un palais plus étroit et donc mécaniquement moins d'espace pour nos voies respiratoires à l'arrière de la gorge. Et ça nous force à faire quelque chose de très mauvais pour le sommeil, qui est de respirer par la bouche. Précisément, la respiration buccale est décrite comme toxique pour le sommeil. Le nez, lui, il est fait pour filtrer, réchauffer et humidifier l'air. Ça calme le système nerveux, la bouche n'a aucune de ces fonctions. Respirer par la bouche, ça assèche les muqueuses, ça favorise l'inflammation, le ronflement et la plaie. La forme de notre visage devient un facteur de risque majeur. D'accord. Donc on a les causes physiques liées à notre évolution et les causes psychologiques avec ce fameux gardien de nuit. Mais j'ai l'impression qu'on est aussi nos propres saboteurs au quotidien. Je pense à une chose que tout le monde fait. Regarder son téléphone au lit. Les documents confirment à quel point c'est dévastateur. Il le confirme de manière spectaculaire. La lumière bleue des écrans est un signal très puissant pour notre cerveau. Ça lui dit qu'il fait jour. Oui. Du coup, ça bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Une étude montrait qu'à peine 2 heures d'exposition à un écran le soir peuvent retarder le pic de mélatonine de près de 3 heures. 3 heures, c'est Comme si incroyable. on s'infligeait volontairement un décalage horaire Paris-Moscou tous les soirs, sans quitter son canapé. C'est une image saisissante. Et on peut ajouter à ça l'alcool, qu'on croit être un allié du sommeil. Un très faux ami. L'alcool peut aider à s'endormir. C'est un sédatif, mais il perturbe énormément la seconde partie de la nuit. Il fragmente le sommeil profond, le sommeil paradoxal, il les rend beaucoup moins réparateurs. D'accord. On ajoute à ça le café pris trop tard, la sédentarité qui diminue la pression de sommeil, ce besoin physique de dormir qui s'accumule pendant la journée, et on a le cocktail parfait pour une mauvaise nuit. On a donc un tableau assez complet, une architecture faciale qui nous prédispose, un état d'esprit en hypervigilance et un environnement quotidien qui perturbe nos horloges. Face à ce cyclone, on comprend pourquoi la première réaction, c'est souvent de chercher une solution rapide, une pilule. Mais vous l'avez dit au début, c'est une fausse solution. C'est une fausse solution parce que ces médicaments, pour la plupart, n'induisent qu'un sommeil naturel. Ils agissent plutôt comme une anesthésie légère. Si on regarde les ondes cérébrales, elles sont très différentes de celles d'un sommeil naturel, bien structuré avec ses cycles. On a juste l'impression d'avoir dormi. Exactement, mais on n'a pas bénéficié de toutes les fonctions de réparation, de nettoyage, de consolidation de la mémoire qui ont lieu pendant un vrai sommeil. Alors si la pilule n'est pas la bonne porte, par où est-ce qu'on commence pour sortir de ce cercle vicieux? Quelle est la première étape de cette reconstruction? L'approche qui est proposée est holistique. Elle commence par la base de la base, la respiration. Tout simplement, réapprendre à respirer par le nez, de jour comme de nuit. Même la nuit? Mais comment on contrôle ça quand on dort? J'ai lu qu'il était même question d'utiliser un adhésif buccal pour s'y aider. Ça paraît un peu extrême, non? Ça peut sembler surprenant, mais c'est une technique de rééducation. L'idée, c'est de créer un réflexe pour garder la bouche fermée.
Forcer le passage de l'air par le nez, ça permet de réduire drastiquement le ronflement et les apnées légères à modérées. C'est une action directe sur la cause mécanique. Dans la même logique, pour agir sur le long terme, il est suggéré de mâcher des aliments plus durs, des chewing gums spécifiques, pour redonner du travail à nos mâchoires et aider à remodeler très progressivement nos voies aériennes. D'accord. Ça, c'est pour agir sur le corps, sur l'aspect architecturel. Et pour notre gardien de nuit, l'hypervigilance, comment on le convainc de baisser la garde? C'est là qu'interviennent les thérapies corporelles et cognitives. Leur but, c'est d'activer le système nerveux parasympathique. La pédale de frein du corps. C'est la pédale de frein, exactement. Le yoga ou la méditation sont excellents pour ça. Une technique particulièrement puissante est le pranayama, le contrôle du souffle du yoga. Des exercices simples, comme avoir une expiration plus longue que l'inspiration, envoient un signal direct au cerveau pour lui dire « Oula, le danger est écarté, tu peux te détendre ». La sophrologie aide aussi beaucoup à se resynchroniser sur 24 heures. Et bien sûr, il y a toute l'hygiène de vie, le respect de nos rythmes, ce qu'on appelle la chronobiologie. C'est absolument fondamental. Le principe est simple, donner les bons signaux au corps au bon moment. S'exposer à la lumière vive du jour le matin, idéalement dans la première heure après le réveil, pour bien caler son horloge. Oui. Et à l'inverse, rechercher la pénombre le soir. Réduire l'intensité des lumières, activer le mode nuit sur ses écrans. Avoir des horaires de lever et de coucher les plus réguliers possibles, même le week-end. Et l'alimentation aussi joue un rôle. Tout ça, ça semble très efficace pour les troubles légers à modérés. Mais pour les cas les plus sévères, comme une apnée du sommeil importante, est-ce que ça suffit? Pour ces cas-là, non, il faut passer à des solutions médicales plus directes. La plus connue est la PPC, la ventilation par pression positive continue. C'est ce fameux masque, relié à une machine, qui envoie un léger flux d'air pour maintenir les voies respiratoires ouvertes. D'accord. Une autre option, c'est l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est une sorte de gouttière sur mesure qui avance légèrement la mâchoire inférieure pour dégager l'arrière de la gorge. Ce sont deux approches mécaniques pour un problème mécanique. Elles restent les traitements de référence. Si on devait repartir de notre discussion avec un plan d'action simple, pour quelqu'un qui veut commencer à améliorer son sommeil dès ce soir, quelles seraient les toutes premières étapes? On pourrait le résumer en 3 points. 3 choses à observer et à essayer sans pression. Premièrement, la respiration. Juste pendant la journée, prendre conscience plusieurs fois. Est-ce que l'air entre par mon nez ou par ma bouche? L'objectif, c'est de favoriser doucement la respiration nasale. Deuxièmement, la lumière. Le matin, dès que possible, cherchez la lumière naturelle, même 10 minutes à une fenêtre. Et le soir, 1 heure avant de dormir, baissez drastiquement la luminosité. D'accord. Et troisièmement, le calme. Juste avant de dormir, tentez une technique toute simple, 5 respirations profondes, lentes, en se concentrant sur le trajet de l'air. C'est un signal clair. Et si on trouve ça difficile de changer ses habitudes, si on se sent un peu dépassé? L'obstacle principal, c'est souvent de vouloir tout changer d'un coup. Le conseil le plus important serait de choisir une seule de ces 3 choses, juste une. Par exemple, se concentrer uniquement sur la lumière du matin pendant 1 semaine. Juste ça? Juste ça. Souvent, une petite amélioration en entraîne d'autres. L'important, c'est de commencer. Pour résumer notre exploration, on a vu que les troubles du sommeil sont un univers bien plus complexe qu'une simple insomnie. Ils peuvent être liés à notre anatomie, notre psychologie, notre mode de vie, souvent dans un mélange assez inextricable. Les 3 points clés à retenir seraient les suivants. Premièrement, la diversité des troubles. Il faut un diagnostic précis. On ne traite pas une apnée comme une insomnie d'hypervigilance. C'est logique. Deuxièmement, les causes sont interconnectées. Avec cette relation surprenante entre la forme de nos mâchoires, notre façon de respirer et la qualité de nos nuits. Et troisièmement, les solutions les plus durables ne sont pas dans une pilule miracle, mais dans le fait de réapprendre les bases, respirer par le nez, respecter nos rythmes, calmer notre système nerveux. La prochaine fois que le sommeil se fait désirer, peut-être que la question à se poser n'est pas « comment je peux m'endormir de force ?», mais plutôt « qu'est-ce qui, dans mon corps ou mon esprit, n'est pas encore prêt pour le repos? Qu'est-ce qui est encore en état d'alerte ?» En fin de compte, ces documents nous laissent avec une très belle idée, je trouve. Améliorer son sommeil, c'est une invitation à refaire équipe avec soi-même. C'est un chemin pour restaurer un équilibre bien plus profond que celui de nos